Bonjour à tous! Après avoir fait les deux poids lourds de l'Amérique du Sud, l'Argentine et le Brésil, j'ai décidé de vous présenter aujourd'hui un pays souvent oublié par les Français, le Pérou. Et ce qui fait la singularité de l'histoire de ce Pérou commence avec le prestige de ces civilisations précolombiennes. La civilisation Caral date de l'époque à laquelle les Égyptiens construisaient les premières pyramides, donc vers l'an 3000 avant Jésus-Christ. Cette civilisation Caral comprenait 30 centres majeurs, le plus connu évidemment celui du Caral, un large site consistant en 6 pyramides, un amphithéâtre, un temple et plusieurs habitations. La population locale était estimée de 3000 à 10 000 habitants. On y a trouvé des instruments de musique fabriqués à base d'os de pélican et de condor, mais aussi des éléments laissant penser que cette civilisation utilisait des drogues. J'ai encore dîné là. Des canaux provenant des rivières permettaient aussi l'agriculture. Mais surtout, on y a trouvé en 2016 la dépouille d'une femme vieille de 4000 ans, connue comme la Dame des 4 Tupus. Vous pouvez voir ici la reconstruction de cette femme. Alors attention, cette civilisation du Caral est la première d'Amérique. Des tremblements de terre et de mauvaises conditions climatiques y auraient mis fin. On a ensuite la culture Chavin, qui doit son nom au village de Chavin de Huántar. Cette société était dirigée par une élite de prêtres dont le culte tournait autour de l'image du jaguar ou du puma. À des fins religieuses, les Chavin utilisaient un cactus hallucinogène, ce qui mettait les prêtres en état de transe, donc plus proche des dieux. On a même retrouvé à Chavin un cours d'eau dévié dans un tunnel percé de trous et qui aurait servi de flûte géante. On doit également à cette civilisation la célèbre stèle de Raimondi. Le conquistador espagnol Pedro Cieza de León, auteur des fameuses Crónicas del Perú, sera le premier occidental à mentionner l'existence de Chavin. J'en profite aussi pour vous citer l'œuvre monumentale de Julio César Tello, considéré comme le père de l'archéologie péruvienne. Avec la disparition de la domination Chavin arrive une nouvelle civilisation, la civilisation de Paracas, qui pratiquait le tissage ou encore la poterie. Mais elle est surtout singulière pour une pratique qui semble venue d'une autre planète. Paracas pratiquait la déformation crânienne par allongement. Cette pratique aurait permis de soulager des céphalées et de traiter des maladies mentales. Les éléments dont on dispose aujourd'hui démontrent que les personnes traitées survivaient à ces pratiques. Cette civilisation est également connue pour la momification de ses morts. D'ailleurs, c'est exactement le genre de curiosités et d'anecdotes historiques que je raconte sur ma page Instagram Passionné d'Histoire, que je vous invite également à suivre. J'y publie de courtes vidéos qui ne durent en principe pas plus de 30 secondes. Finalement, cette civilisation Paracas finit par être absorbée par une autre prestigieuse civilisation, la Nazca, qui est surtout connue pour ses immenses lignes et figures tracées dans le désert proche de la ville actuelle de Nazca. Cette civilisation Nazca a aussi fortement développé l'irrigation, pour pallier le manque d'eau en construisant des puits profonds de plusieurs mètres reliés par un réseau d'aqueducs souterrains dont certains sont toujours utilisés aujourd'hui. Le site central Nazca était Cahuachi. Contemporaine à la culture Nazca, on trouve la culture Moche, qui n'était pas moche du tout. Cette culture nous a légué les magnifiques sites de Huaca del Sol et de Huaca de la Luna. On suppose que le régime était théocratique, donc gouverné par des religieux. Le principal dieu se nommait Ai Apaek, créateur mais aussi décapiteur, que l'on trouve représenté sur de nombreuses céramiques et fresques de temples. Dans un autel cérémoniel, les restes de 40 guerriers sacrifiés ont été découverts. Les Motiers nous ont aussi légué cette formidable découverte archéologique faite en 1987, le Seigneur de Sipan. On a ensuite deux civilisations qui vont se développer, considérées même comme des empires. D'un côté, l'empire Wari, qui nous a laissé le fantastique site de Piquillacta, près de Cusco, et de l'autre l'empire Tiahuanaco, et son centre religieux de Tiwanaku, qui se trouve en fait dans l'actuelle Bolivie. Héritier des cultures Wari et Moche se développe un royaume, le royaume Timu, qui nous a laissé une autre de ces mythiques cités précolombiennes, Tian Tian. La ville aurait compté environ 30 000 habitants, et certaines estimations parlent même de 100 000 habitants. Ce royaume Timu sera le dernier grand royaume qui fera face à un empire en pleine expansion, l'empire Inca. Le premier souverain du peuple Inca qui s'installe à Cusco, et qui signifie d'ailleurs nombril du monde en langue quechua, est Manco Cápac. Ce Manco Cápac, fils du soleil et de la lune lors d'une éclipse, commence à soumettre des peuples voisins et fonde cette dynastie Inca. Je vous rappelle que les Incas vouent un véritable culte à Inti, le dieu du soleil, fils de Viracocha, le dieu créateur, et marié à sa sœur, Mama Quilla, la déesse de la lune. Donc Manco Cápac, ce premier souverain, fils du soleil, deviendra une véritable divinité avec sa femme, qui est également sa sœur, Mama Ocllo. Il faudra cependant attendre Viracocha Inca, mais surtout Pachacútec, le véritable créateur de l'empire Inca, pour que les Incas commencent leur expansion. En fait, Pachacútec était devenu Inca
donc roi, en battant les Chancas qui avaient attaqué Cusco. Pachacuti tendrá que luchar contra un enemigo temible, dirigido por un rey muerto. Le fils de Pachacútec, Tupac Yupanqui, soumet au nord le royaume Timú que je viens de vous présenter. Ce Tupac Yupanqui assiège la ville de Tiantian en 1470 et détruit des aqueducs qui alimentent en eau. Et c'est avec la domination inca que Tiantian commencera à décliner. L'empire inca devient tellement vaste qu'il est divisé en 4 grandes régions. La mayoría de Chile, Bolivia y el Perú actual, unidos bajo el reinado inca. Y para unir su territorio. Sur le plan architectural, Pachacútec fait construire la forteresse de Sacsayhuaman, célèbre et mondialement connu Machu Picchu ou encore le Temple du Soleil à Cusco, la capitale de l'Empire Inca. Ce Temple du Soleil sera rasé par les Espagnols, les plaques d'or qui couvrent les murs seront arrachées et les momies des anciens Incas profanées. Finalement, les Espagnols construiront sur les ruines de ce temple l'église de Santo Domingo. Heureusement, de nombreux autres vestiges incas sont arrivés jusqu'à nous. Et concernant le Machu Picchu, le soldat espagnol Baltasar de Ocampo décrira à la fin du XVIe siècle, dans les dernières années de la résistance inca, une cité au sommet d'une montagne. La ville sera vidée de ses habitants à la chute de l'Empire. Il faudra attendre sa découverte ou redécouverte le 24 juillet 1911 par Hiram Bingham pour le faire connaître au monde, notamment grâce à un reportage dans le magazine National Geographic en avril 1913. À la mort de Pachacútec lui succède son fils Tupac Yupanqui, un véritable guerrier qui avait soumis le royaume Timú. Tupac Yupanqui se lance vers le nord où il fonde l'actuel Quito, l'actuelle capitale de l'Équateur, et même vers le sud où il affronte les Mapuches dans l'actuel Chili. Finalement, Tupac Yupanqui est empoisonné par l'une de ses épouses qui voulait favoriser son fils. C'est finalement un autre de ses fils, Huayna Capac, qui lui succède, et Huayna Capac est donc le dernier Inca avant l'arrivée des Espagnols. Il passera son règne à soumettre des révoltes de peuples soumis, donc en fait mal soumis aux Incas. D'ailleurs, alors que les Espagnols sont arrivés en Amérique depuis plus de 30 ans au moment de sa mort, on sait en fait peu de choses sur sa connaissance de l'avancée des conquistadors. Les chroniques espagnoles racontent la nouvelle apportée à Huayna Capac concernant l'arrivée d'étranges hommes blancs et barbus transportés par mer dans des « maisons de bois ». Il ne rencontre pas les Espagnols, mais il meurt d'une étrange maladie certainement rapportée par les Espagnols, et qui font déjà des ravages dans les populations indiennes. Alors face au virus qui circule, je vous le rappelle, il y a les gestes barrières. Le très grand problème des Incas est qu'au moment où arrivent les Espagnols, une guerre civile va éclater entre les deux fils de Huayna Capac. Atahualpa, depuis le nord, va affronter son frère Huáscar, établi à Cusco. Mais alors qu'une lutte sans merci a lieu entre les deux camps, Atahualpa reçoit la nouvelle de l'arrivée d'étranges individus blancs et barbus sur une portion du territoire sous son contrôle. Certains partisans de Huáscar interprètent alors cette arrivée comme une intervention divine en leur faveur. Du côté espagnol, dès 1524, Francisco Pizarro cherche à se lancer à la conquête du Pérou, mais ses troupes, exténuées par des attaques d'Indiens notamment en Colombie et au Panama, l'actuelle Colombie et l'actuel Panama, donc ils finissent par rebrousser chemin. Cette première tentative avortée laisse cependant un événement légendaire. Alors qu'un navire a été envoyé par les Espagnols pour récupérer les conquistadors en 1527, Pizarro trace alors une ligne sur le sol pour savoir qui souhaite continuer l'aventure avec lui. Ils seront finalement 13 à franchir cette fameuse ligne. Ce sont les 13 de l'île du Gayo. Amigos y camaradas, a este lado de la raya están las fatigas, el hambre, la desnudez, las lluvias torrenciales, la desolación y la muerte. A este, el bienestar y el placer. Allí, el Perú, con todas sus riquezas. Solamente 13 hombres cruzan la raya y siguen a Pizarro. La historia los conocerá como los 13 de la fama. En 1531, une nouvelle expédition composée de 180 hommes, 37 chevaux et 3 caravelles arrive à Tumbes. La troupe est dirigée par Pizarro et Almagro. On trouve dans cette expédition Hernando de Soto, qui explorera un peu plus tard tout le sud des États-Unis actuels. Vous voyez ici une carte de son exploration depuis l'actuelle Floride. Hernando de Soto découvrira même au cours de cette expédition la rivière Mississippi. Mais bon, là je sors un peu du sujet.
On trouve également dans cette expédition Sebastián de Belalcázar, qui fondera Quito sur les ruines de la ville inca et qui cherchera El Dorado dans l'actuelle Colombie en 1535. Donc j'en reviens au grand conquistador espagnol Francisco Pizarro, qui est d'ailleurs analphabète. Pizarro est membre de la petite noblesse d'Extrémadure et cousin au deuxième degré d'Hernán Cortés, qui a fait la conquête du Mexique et défait l'empire aztèque 10 ans auparavant. À leur arrivée, les Espagnols sont informés de la guerre civile qui ravage l'empire inca. Sur place, Pizarro fonde en 1532 une première ville, Piura, peuplée aujourd'hui de plus de 400 000 habitants. Pizarro envoie alors des émissaires auprès d'Atahualpa pour lui proposer une entrevue et Atahualpa accepte. Cette entrevue, qui est en fait un piège tendu par Pizarro, aura lieu à Cajamarca. Pizarro et ses hommes arrivent dans la cité le 15 novembre 1532 et ils cachent des canons et des hommes armés. À l'arrivée d'Atahualpa avec des hommes désarmés, le prêtre Vicente de Valverde, envoyé par Pizarro, s'approche de l'empereur, lui demande d'embrasser la foi catholique, lui offre un exemplaire de la Bible, lui demande de reconnaître le pape comme chef religieux et d'accepter d'être le vassal du roi d'Espagne. Me presento ante vosotros en nombre de la cristiandad, para enseñaros el camino de la verdad. Pinkanki sunkasapa. Mokakakani intechchurinmi. Mokankani intitaitachchurin. Manang imaparruanaikichu kaipeja. Mi poder procede de mi Señor. Sus palabras están escritas en este libro. Imankaipi. Imankai. Manang imapaschu keja. Manang rimaskaiki keipi kanchu. ¿Cómo te atreves, indio perro? ¡Salgan, españoles! ¡Destruyen a estos perros que no respetan las cosas de Dios! ¡Santiago! Atahualpa jette alors la Bible par terre. Pizarro donne aussitôt le signal de l'attaque. En quelques minutes, tous les officiers présents sur place sont tués. Atahualpa est fait prisonnier et le pouvoir inca s'en trouve décapité. En fait, les Incas n'osent pas les attaquer de peur de mettre en danger la vie de leur empereur-dieu. Pendant sa détention, Atahualpa reçoit des nouvelles de ses armées. Son frère Huáscar est fait prisonnier et Atahualpa aurait ordonné de le faire exécuter. Atahualpa propose alors à Pizarro, en échange de sa liberté, de remplir d'or le bâtiment où il est emprisonné jusqu'à l'endroit indiqué par sa main. Alors qu'Atahualpa remplit comme convenu la salle d'or, qui peut d'ailleurs toujours être visitée aujourd'hui, les Espagnols condamnent Atahualpa à mort pour idolâtrie, fratricide, polygamie et inceste. On lui a alors accordé deux dernières options, être baptisé en tant que chrétien puis pendu, ou ne pas se convertir et être brûlé vif. Donc au final, Atahualpa choisit la première option. Poco tiempo, Atahualpa es sentenciado a muerte por fratricidio, idolatría, poligamia y hasta por ocultar un tesoro. La nouvelle de sa mort provoque l'effondrement total de l'empire inca, ou Tahuantinsuyo en langue quechua, et de nombreuses ethnies soumises récupèrent alors leur indépendance. D'ailleurs, certaines d'entre elles s'étaient alliées aux Espagnols contre les Incas. Après l'exécution d'Atahualpa, Pizarro, qui s'est d'ailleurs marié à l'une de ses demi-sœurs, Inés Huaylas, installe le frère d'Atahualpa, Tupac Huaypa, comme nouvel Inca, évidemment totalement à la merci des Espagnols, mais il meurt rapidement. Lui succède alors Manco Inca, qui finit par faire volte-face vis-à-vis des Espagnols après quelques années et cherche à sauver la population. Manco Inca est finalement vaincu par les Espagnols et contraint de quitter Cusco en 1537. Pendant plusieurs décennies, ces Incas continueront à harceler les Espagnols. Le fils de Manco Inca, Tupac Amaru, sera le dernier Inca. Après des affrontements meurtriers, il finira assassiné par les Espagnols en 1572. Vous pouvez d'ailleurs voir sur ce graphique la baisse démographique des populations autochtones après l'arrivée des Européens, surtout à cause des maladies. Donc voyons maintenant la mise en place de la mainmise espagnole sur l'actuel Pérou. En 1529, la couronne d'Espagne avait créé le gouvernorat de Nouvelle-Castille qu'elle confia à Pizarro pour que celui-ci fasse la conquête de l'empire inca.
Pizarro es nombrado gobernador de las tierras que en un principio se llamarán Nueva Castilla. Tendrá derecho a fundar ciudades y explorar y adueñarse de hasta 200 leguas al sur de Ecuador. Decidme, señor Pizarro, entonces, ¿es cierto que existe el Perú? El Perú existe, Majestad. Yo he llegado hasta la ciudad que llaman de Tumbes, y sus naturales me brindaron su amistad. Me hablaron sobre las riquezas del Cusco. Une fois la zone conquise et afin de satisfaire l'autre grand conquistador Diego de Almagro, est créé en 1534 le gouvernorat de Tolède, avec Almagro à sa tête. D'ailleurs, l'année suivante, Lima, donc l'actuelle capitale du Pérou, est fondée le 6 janvier, donc en 1535, sous le nom de Ville des Rois, en l'honneur de l'Épiphanie, donc le 6 janvier. Le problème est que la capitale des Incas, Cusco, se trouve exactement à la frontière entre la Nouvelle Castille de Pizarro et le gouvernorat de Tolède d'Almagro. Donc les deux conquistadors vont se livrer une guerre sans merci pour son contrôle. Almagro s'empare de Cusco le 8 mai 1537, quelques jours seulement après la fin du siège mené par les frères Gonzalo et Hernando Pizarro pour reprendre Cusco à Manco Inca dont je viens de vous parler. Finalement, les troupes de Francisco Pizarro, dirigées par ses frères Hernando et Gonzalo Pizarro, écrasent les partisans d'Almagro à la bataille des Salinas, le 26 avril 1538. Le 8 juillet, Almagro est condamné à mort. 3 ans plus tard, donc en 1541, le fils de Diego de Almagro fait assassiner Francisco Pizarro et se proclame gouverneur du Pérou. Pour l'anecdote, vous pouvez aujourd'hui visiter la tombe de Pizarro située à l'intérieur de la cathédrale de Lima. Donc de son côté, ce Diego de Almagro Jr. finit exécuté l'année suivante par des envoyés du pouvoir royal espagnol, notamment Paca de Castro, venu mettre de l'ordre entre les conquistadors. Pas trop tôt, j'ai envie de dire. Le premier système mis en place par les Espagnols est la encomienda. Alors écoutez ça car c'est important pour la suite. Donc cette encomienda est un système proche du servage médiéval qui récompense les conquistadors avec des terres et des autochtones mis à leur disposition pour le travail forcé. Mais en fait, face aux nombreux témoignages d'abus et de mauvais traitements, les indigènes vont trouver 2 alliés qui vont chercher à les protéger. Et c'est pas des petits alliés, on parle de l'Église et des rois d'Espagne. À plusieurs reprises, le Saint-Père a manifesté sa compassion pour les populations des terres nouvelles. En fait, dès 1511, le dominicain Antonio de Montesinos avait tenu à Saint-Domingue un sermon célèbre dénonçant les exactions commises par les colons espagnols. Todos estáis en pecado mortal, y en él vivís y morís por la crueldad y tiranía que usáis con estas inocentes gentes. Decid con qué derecho y con qué justicia tenéis en tan cruel y horrible servidumbre a estos indios. ¿Cómo los tenéis tan opresos y fatigados, sin darlos de comer ni curarlos en sus enfermedades? ¡Callen a ese hombre! ¡Hacedlo callar! Donc pour mettre fin à ces abus, l'Espagne promulgue les lois de Burgos en 1512. Le problème est que ces lois, où on trouve même le droit de chaque indigène à un repos de 40 jours après 5 mois de travail, donc ça vous donne une idée du caractère utopique de cette loi, donc elles sont très mal appliquées sur place. Il faudra donc attendre 1542 et l'insistance de Bartolomé de las Casas pour que le roi d'Espagne Charles Quint impose réellement son autorité. Las leyes nuevas, les lois nouvelles de 1542, interdisent la réduction des Indiens en esclavage et soulignent qu'il s'agit de personnes à qui la religion catholique ouvre ses portes. Donc ces nouvelles lois décrètent surtout l'abolition du système des encomiendas et leur transmission héréditaire. Depuis la découverte et la conquête des Indes, les Espagnols n'ont pas cessé d'asservir, de torturer et de massacrer les Indiens. Cette même année 1542, la couronne d'Espagne crée la vice-royauté du Pérou, qui regroupe alors quasiment tous les territoires d'Amérique du Sud sous domination espagnole. Le premier vice-roi envoyé est Blasco Núñez Vela, et sa tâche n'est pas des moindres: soumettre les conquistadors, appliquer les lois nouvelles et mettre fin aux encomiendas. Évidemment, les anciens conquistadors se rebellent face à une loi qu'ils estiment injuste, et une véritable guerre éclate alors. Le vice-roi Blasco Núñez Vela est battu à la bataille de Inaquito en 1546. Il finit décapité par les rebelles dont le leader n'est autre que Gonzalo Pizarro, frère de Francisco Pizarro. La couronne d'Espagne envoie alors en 1547 un nouveau vice-roi, Pedro de la Gasca, qui débarque avec 22 navires et 700 soldats. Pour calmer les tensions, il propose la possibilité aux encomenderos que l'encomienda
puisse être hérité au moins une fois. Mais face à la résistance de ces encomenderos, il défait finalement les troupes de Gonzalo Pizarro à la bataille de Jaquijahuana, le 9 avril 1548. Gonzalo Pizarro finit alors décapité. Une nouvelle rébellion des encomenderos dirigée par Francisco Hernández Girón sera aussi écrasée quelques années plus tard. Donc une fois le vice-royaume pacifié, les Espagnols commencent à mettre en place des infrastructures. L'hôpital royal de San Lázaro, l'université San Marcos ou encore la cathédrale de Lima pour ne citer que. Les Espagnols commencent aussi à exploiter les mines, par exemple à Potosí dans l'actuelle Bolivie. L'argent extrait est expédié vers l'Espagne escorté par la célèbre flotte des Indes. Et comme dans tout le continent, des esclaves africains sont importés. La mita est également mise en place pour les Indiens qui consiste en une sorte de travail obligatoire avec un salaire très insuffisant. L'Empire espagnol établit d'ailleurs un monopole commercial qui n'autorise pas le commerce entre les colonies et les autres pays. Au cours de cette domination espagnole, ce vice-royaume du Pérou aura 39 vice-rois, nommés par les rois d'Espagne jusqu'en 1824. Le plus intéressant est sans aucun doute Francisco Álvarez de Toledo, qui instaure par exemple l'Inquisition. Le premier condamné sera d'ailleurs un vagabond français accusé de luthérianisme, Mathieu Saladé. Álvarez de Toledo écrase la révolte de l'Inca Tupac Amaru, mais il jette surtout les bases du système colonial. Il fonde par exemple les réductions, où les Indiens sont concentrés. Comme dans tout le continent, une hiérarchie sur des critères ethniques se met en place, avec les Espagnols nés en Espagne au sommet de cette pyramide. Viennent ensuite les descendants d'Espagnols nés en Amérique, les criollos, qu'on traduit en français comme créoles. Mais attention ici, le terme criollo, donc créole, désigne uniquement les descendants d'Européens nés en Amérique. Viennent ensuite les métis d'Européens et d'Indiens, puis les Indiens, et enfin les Noirs. J'en profite tout de même pour citer l'écrivain métis Inca Garcilaso de la Vega, le prince des écrivains du Nouveau Monde, avec son œuvre maîtresse Commentaires royaux des Incas, qui relate l'histoire des Incas avec une vision moins européenne que les ouvrages publiés à cette époque. L'arrivée des Bourbons sur le trône d'Espagne en 1700 marque une plus grande centralisation du pouvoir à Madrid, donc moins d'autonomie. Et face à l'immensité du territoire de cette vice-royauté du Pérou, est créée la vice-royauté de Nouvelle-Grenade, plus au nord, en 1717, puis reconfirmée en 1739, et celle du Rio de la Plata au sud, embryon de la future Argentine, créée en 1776. En cette fin de XVIIIe siècle, la façon de voir le monde change. Je rappelle que les Lumières se propagent aussi en Espagne, et donc dans ses colonies, et que les colons américains entrent en guerre d'indépendance. On assiste à quelques révoltes ici et là, comme celle de Juan Santos Atahualpa en 1742. Et la première grande révolte d'envergure a lieu avec Tupac Amaru II, notamment à cause de la pression fiscale ou encore du fait du mépris de l'administration royale pour les métis. Mais en fait, à la base, Tupac Amaru était un métis de la haute bourgeoisie et avait été très pénalisé par la nouvelle distribution territoriale. En plus, on lui avait refusé le titre de marquis. Il ravive le souvenir de l'Empire Inca pour mobiliser les populations indigènes, mais la révolte est finalement écrasée par les Espagnols. Apu Inca, Ollantaypa causainitan callaresa. Tupac Amaru est contraint d'assister à l'exécution de sa femme et de ses deux fils. On tente de l'écarteler vif sur la place d'Armes à Cusco. Finalement, ses bourreaux le décapitent. Donc pour intimider la population, le vice-roi ordonne de répartir les morceaux de son corps dans les villages qui avaient appuyé la rébellion. Alors attention, au début, il y avait des criollos, donc des descendants d'Espagnols dans cette révolte. Je le dis car un peu plus au sud, dans l'actuelle Bolivie, a lieu une rébellion qui tourne à la guerre ethnique avec des indigènes qui cherchent à massacrer Espagnols, criollos, mais aussi les métis. En fait, alors que les élites métis et criollos, donc d'origine espagnole, vont commencer leur processus d'indépendance, par exemple au Venezuela, en Argentine ou au Mexique dès 1810, je vous rappelle que l'Espagne est alors occupée par les troupes de Napoléon, le Pérou va être relativement épargné par cette vague indépendantiste. Le Pérou et la Bolivie seront d'ailleurs les derniers pays d'Amérique du Sud espagnole à devenir indépendants. Et même plus, le Pérou va devenir indépendant grâce à l'intervention des autres nations indépendantes d'Amérique latine. Ce ne sera donc pas un mouvement qui viendra de l'intérieur du pays. Donc pourquoi ? D'abord la composition ethnique. À la fin de son existence, cette vice-royauté du Pérou comptait un peu plus d'1 million d'habitants, dont 58% d'indigènes qui se concentraient surtout dans les montagnes.
21% de métis, 8% noirs et seulement, entre guillemets, 12% de blancs. En fait, 58% d'indigènes, c'est considérable par rapport aux autres pays. Donc l'élite des criollos est rassurée par la capacité militaire de maintien de l'ordre de la couronne espagnole. Ensuite, cette élite n'a pas à se plaindre car Lima est vraiment le centre économique par excellence de cette Amérique latine espagnole, même si Buenos Aires, dans la future Argentine, commence à lui faire un peu d'ombre. Et chez les indigènes, disons que son élite est bien traitée par la couronne d'Espagne. D'ailleurs, beaucoup d'indigènes sont intégrés à l'armée espagnole. Ils sont aussi plutôt bien traités. Ils ont d'ailleurs largement participé à écraser la révolte de Tupac Amaru. En plus, beaucoup d'indigènes voient avec indifférence ces mouvements d'indépendance qui sont au final dirigés par les criollos, des blancs d'origine européenne. D'ailleurs, qui les traitent souvent pire que la couronne d'Espagne. D'autres y voient aussi l'action de l'énergique vice-roi du Pérou, José Fernando de Abascal. Fervent royaliste, oui, mais aussi influencé par les nouvelles idées. Il prend des mesures de santé publique, notamment une campagne de vaccination anti-variole, abolit l'Inquisition et cherche à contenter les criollos. En fait, alors que l'ensemble du continent entre en rébellion, le Pérou deviendra le bastion de la réaction royaliste espagnole en Amérique du Sud. Dès 1813, les armées royales espagnoles basées au Pérou écrasent les attaques de l'armée de la future Argentine dans l'actuelle Bolivie, notamment à la bataille d'Ayohuma ou encore à Sipe-Sipe. Bon, il y a quand même eu quelques rébellions au Pérou, comme à Tacna en 1811, à Huánuco en 1812, la rébellion de Cusco de 1814, ou encore à Aymaraes en 1818. En 1816, le vice-roi Abascal rentre en Espagne et est remplacé par Joaquín de la Pezuela, qui avait battu les Argentins en Bolivie. Le gros problème de Pezuela est que de nombreux pays américains deviennent indépendants, et une armée chilienne commandée par José de San Martín pénètre au Pérou en septembre 1820, avec des financements anglais. Le problème pour San Martín, qui pensait soulever les Péruviens contre l'Espagne, est que ces rébellions sont très localisées. Donc des pourparlers de paix ont lieu à Miraflores, mais ils n'aboutissent à rien. En décembre, les forces royalistes dirigées par le général O'Reilly sont battues par les forces de San Martín à la bataille de Cerro de Pasco. Parmi les prisonniers royalistes faits par San Martín, on trouve un certain Andrés de Santa Cruz. Ce Santa Cruz passe finalement du côté de San Martín. Si j'en parle, c'est qu'il va jouer un rôle très important par la suite. Côté espagnol, un coup de force des officiers pousse le vice-roi Pezuela à abdiquer et José de la Serna le remplace. Le fait est que dans l'impossibilité de défendre Lima, de la Serna procède à un repli tactique et évacue les troupes loyales vers Cusco. Plus facile à défendre et plus loyal. Paradoxe de l'histoire, l'ancienne capitale des Incas devient la dernière place forte de la résistance espagnole. San Martín peut alors entrer à Lima où il déclare officiellement l'indépendance le 28 juillet 1821. Il gouverne le Pérou d'août 1821 jusqu'à septembre 1822. El Perú es, desde este momento, libre e independiente por la voluntad general de los pueblos. Le 24 mai 1822, une alliance de troupes indépendantistes dirigée par le second de Simón Bolívar, Antonio José de Sucre, avec des troupes de la Grande Colombie et appuyée par des troupes venues du Pérou avec à leur tête Santa Cruz ou encore d'Argentine, écrase les troupes royalistes espagnoles à la bataille de Pichincha dans l'actuel Équateur. Abdón Calderón, el cuencano de 17 años que, pese a sufrir 4 heridas, los soldados de la libertad dieron el grito de victoria. Le problème, c'est que les habitants de l'Équateur sont divisés entre les partisans de l'intégration à la Grande Colombie, ceux partisans de l'intégration au Pérou ou ceux partisans de l'indépendance. Donc dans ce contexte a lieu à Guayaquil la rencontre historique entre San Martín, le grand libérateur des États du sud de l'Amérique latine, et Simón Bolívar, le grand libertador, qui a notamment libéré l'actuelle Colombie et le Venezuela, afin de décider d'une stratégie commune. Supongamos que le presto mi ejército para que usted termine de liberar el Perú. ¿Qué viene después? Príncipe de Europa. Que venga un Messier concluí. Me va a perdonar, general, pero es ridículo. No vamos a haber hecho lo que hicimos para luego entregarle a América a un príncipe europeo. No sería América, sería solo el Perú. Créame, ellos no están preparados para una democracia. Sería algo interino, no sería definitivo. Hasta que poco a poco el Perú se vaya transformando en una república. Mi ejército no me perdonaría que lo preste para algo así.
No estoy hablando con su ejército, general. Estoy hablando con usted. ¿Usted cree que están preparados para gobernarse solos? Claro que no. Eso está claro. Pero no se soluciona con una monarquía. ¿Y cómo se soluciona? Presidente vitalicio. Presidente vitalicio. No hay en el Perú una persona que pueda ocupar ese cargo. ¿Cómo que no? ¿Y usted? Yo soy general. No tengo ni pretendo tener ningún cargo en el gobierno. Esas no son mis aspiraciones. ¿Y cuáles tiene? Conducir al Perú en la libertad definitiva, dejando las bases de un Estado organizado, para que los pueblanos puedan decidir su futuro. Nada distinto a lo que estamos haciendo en Colombia, pero sin el príncipe. ¿Por qué no organiza usted un ejército? Yo tengo un ejército, general, pero no alcanza para liberar el Alto Perú. No me dé más vuelta. ¿Me va a prestar su ejército o no? ¿Qué pasó con Perú? Pasó que el general San Martín acaba de decidir retirarse de la vida pública. No será más el comandante de su ejército ni pretende ser el libertador del Perú. Eso pasó. Mi ejército jamás daría la vida para liberar al Perú. Una cosa fueron las provincias de Argentina y de Chile, pero por el Perú no. Bolívar lo quiere todo. Quiere ser el libertador de América. Pero el sur es suyo, general. Le corresponde. A mí lo único que me corresponde es irme. En fait, on ne sait pas vraiment ce qu'ils se sont dit, mais après l'entrevue, San Martín rentre au Pérou, convoque des élections constituantes et renonce à la politique. Donc pour l'anecdote, San Martín avait participé avec les troupes espagnoles à la première défaite terrestre des troupes de Napoléon à la bataille de Bailén en 1808. Donc ce nouveau congrès péruvien nomme alors un triumvirat à la tête du pays. Je rappelle que la région de Cusco est toujours loyale à l'Espagne. Il y a mieux pour les Espagnols. Le général José de Canterac, qui est d'ailleurs né en France, sa famille avait émigré au cours de la Révolution. Je vous invite d'ailleurs à voir ma vidéo sur la Révolution. Donc ce général Canterac bat les troupes péruviennes à la bataille d'Ica. Et il réussit même à reprendre Lima. Face à cette situation catastrophique, Bolivar en personne se rend au Pérou avec son meilleur général, Sucre. Le 10 février 1824, le Congrès du Pérou nomme Bolivar dictateur. Le 6 août, Bolivar et Sucre battent alors les forces espagnoles de Canterac à la bataille de Junín. Mais le vice-roi de la Serna ne s'avoue pas vaincu. Finalement, le 9 décembre 1824, les troupes de Sucre écrasent les troupes espagnoles à la célèbre bataille d'Ayacucho. Cette victoire d'Ayacucho scelle de fait l'indépendance du Pérou avec la capitulation militaire de l'armée royaliste. Il y aura encore quelques poches de résistance espagnole en Bolivie, ou dans la ville péruvienne de Callao jusqu'en 1826. En Ayacucho. ¡Que viva la libertad! Suéltenlo. La victoria no da derechos. Da honra al vencido y gloria al vencedor. Tenga, virrey La Serna. Alors attention, il faut bien comprendre que ce sont les criollos, donc des descendants d'Espagnols qui obtiennent cette indépendance et qui constituent l'élite du pouvoir. Et contrairement à ce qui est généralement cru, la grande majorité des Indiens ne parlent pas l'espagnol au moment de l'indépendance. C'est vraiment après l'indépendance que l'espagnol va être imposé, notamment grâce aux avancées en termes d'éducation. Et autre chose, l'indépendance ne met pas fin tout de suite à l'esclavage. Bolivar quitte finalement le Pérou en 1826 et les Péruviens mettent fin à la constitution autoritaire de Bolivar pour la remplacer en 1828 par une constitution plus libérale. De son côté, le 6 août 1825, Antonio José de Sucre avait réuni le congrès du Haut-Pérou et donne naissance à la République de Bolivie, nommée ainsi en l'honneur de Bolivar. Mais le premier président de ce Pérou totalement indépendant, José de la Mar, envahit la Bolivie pour mettre fin à son régime bolivarien. Las ambiciones de Bolívar son ilimitadas. Envió a Sucre al Alto Perú con la única intención de apoderarse de ese territorio para quitárselo al Perú. Y van a ponerle Bolivia al nuevo país y Sucre a la capital. Furieux, Bolivar rentre en guerre depuis sa Grande Colombie contre le Pérou, mais cette guerre se termine sans véritable vainqueur avec le traité de La Reagual. Agustín Gamarra renverse José de la Mar en 1829, puis Gamarra sera renversé par le libéral Luis José de Orbegoso.
En fait, si je vous dis ça, c'est parce que le Pérou va souvent sombrer dans les luttes de caudillos militaires pour le pouvoir. Seulement 3 civils accéderont à la présidence durant les 75 premières années d'indépendance. Et face à la faiblesse de son pouvoir, ce Luis José de Orbegoso, qui est sur le point d'être à nouveau renversé par les partisans conservateurs de Gamarra, négocie avec le Bolivien Andrés de Santa Cruz la création d'une confédération péruvio-bolivienne. Et Santa Cruz devient le premier président de cette confédération. Le problème, c'est que des villes comme Lima ou Trujillo rejettent violemment cette fusion et trouvent un allié de circonstance, le Chili. Cette guerre de la confédération oppose donc l'État péruvio-bolivien aux dissidents péruviens dont la principale figure est Agustín Gamarra et qui sont appuyés par le Chili. La bataille de Yungay marque la victoire des rebelles péruviens et la fin de l'alliance entre le Pérou et la Bolivie. Un général se distingue au cours de cette bataille, un certain Ramón Castilla, qui sera l'une des figures les plus importantes de l'histoire du Pérou du XIXe siècle. Donc je reviens à Agustín Gamarra, qui devient donc président à nouveau grâce au soutien du Chili. Qu'est-ce qu'il fait ? Il envahit la Bolivie évidemment, mais il meurt au cours de la bataille d'Ingavi. Donc bon, on a une vingtaine de dirigeants militaires qui vont se succéder, s'éliminer ou s'exécuter sur 50 ans, donc je ne peux pas vraiment entrer dans le détail. Mais je vais en citer un dont je viens de vous parler et qui va finir par s'imposer en 1845. Ramón Castilla, qui est métis, s'octroie les pleins pouvoirs et gouverne le pays jusqu'au coup d'État de 1862. Après avoir participé à renverser son archi-admis, le conservateur Manuel Ignacio de Vivanco, et malgré la domination d'une oligarchie de propriétaires terriens, Castilla abolit l'esclavage, investit dans l'éducation et modernise l'armée. Sa présidence coïncide avec l'introduction de plusieurs avancées techniques au Pérou, comme le télégraphe, l'éclairage au gaz ou la mise en place de routes de chemin de fer. Mais surtout, écoutez ça, le Pérou s'enrichit considérablement grâce à l'exportation du guano. Et c'est quoi le guano ? En fait, ce sont des excréments d'oiseaux marins qu'on trouve sur les îles Chincha et qui sont utilisés en tant qu'engrais extrêmement efficaces. Ce guano est exporté à prix d'or vers les États-Unis, la France et le Royaume-Uni pendant plusieurs décennies. Le problème, c'est que quand un État bénéficie d'une matière première de grande valeur, il ne fait pas grand-chose d'autre. Et autre caractéristique de cette époque, notamment due à la fin de l'esclavage, est l'arrivée d'immigrés chinois. Ils seront près de 100 000 arrivés entre 1849 et 1874. En 1858 et toujours sous Ramón Castilla, une crise éclate avec l'Équateur qui décide d'accepter de céder un territoire revendiqué par les deux pays à des créanciers britanniques. Mais face aux actions militaires péruviennes, l'Équateur fait marche arrière. Alors, vous vous souvenez de l'Espagne ? Ça fait pas si longtemps que le Pérou est indépendant, non ? Eh bien, les Espagnols sont de retour. En fait, les Espagnols réclament au Pérou le paiement d'une dette. Et que font les Espagnols ? Eh bien, ils occupent les îles Chincha. Vous savez, les îles avec les merdes d'oiseaux. Le Pérou obtient alors l'appui du Chili. Le 25 janvier 1865, l'escadre espagnole entame le blocus du port de Callao et donne un délai de 24 heures pour que les Péruviens acceptent leurs conditions. Le président d'alors, PZ, cède et accepte les conditions imposées par l'Espagne. Apprenant la nouvelle à la Chambre, Ramón Castilla frappe le président de PZ et lui casse la mâchoire. Furieux, ce dernier le fait exiler vers l'Europe. D'ailleurs, concernant Castilla, vous voyez à la taille de son panthéon son importance pour l'histoire péruvienne. J'en reviens à PZ, qui se trouve alors de plus en plus isolé et qui est renversé évidemment par un coup d'État de Manuel Pardo. En 1872, un civil devient pour la première fois président constitutionnel. Manuel Pardo y Lavalle à la tête du Parti civil, donc en opposition aux militaires. Le problème pour Pardo est que le guano, vous savez, la merde d'oiseau ne se vend plus aussi bien, alors que la quasi-totalité des gains de l'État dépendent de ce fertilisant. Il doit donc mettre en place des mesures peu populaires. Pardo signe également un traité d'alliance défensive avec la Bolivie. De toute façon, les militaires reprendront le contrôle à la fin de son mandat jusqu'en 1895. Alors concernant notre caca d'oiseau en or, qu'il est de moins en moins, il faut savoir qu'à partir de la fin des années 1860, un nouveau fertilisant commence à être exploité à la frontière entre le Pérou et la Bolivie, le salpêtre. Le problème est que ces deux pays ont un puissant voisin au sud qui lorgne sur ce fameux salpêtre. Une guerre éclate lorsque la très moderne armée chilienne envahit le port bolivien d'Antofagasta, ce qui lui permet de contrôler l'exportation du guano et du salpêtre. Donc évidemment, le 1er mars 1879, la Bolivie déclare la guerre au Chili. Le Pérou se trouve alors entraîné dans une guerre par son accord de défense mutuelle avec la Bolivie. Les armées péruviennes et boliviennes sont dépassées et la flotte péruvienne est coulée. Le président Manuel Prado doit s'exiler et un nouvel homme fort apparaît, Nicolás de Pierola, qui critique ce parti civil en bourgeoisie et au service des notables.
Piérola ne fait quand même pas mieux face au Chili. Ayuda. Muchas veces con el deseo de conocer la verdad. Y 12 ametralladoras modernas de largo alcance. Dígame, ¿es inteligente no rendir esta plaza? Inmediato abandonaron el país y se fueron al extranjero o a Europa. ¿Qué les sirve a... Les conditions de pêche sont désastreuses pour la Bolivie qui perd son littoral. Comme vous le savez, le Chili n'a pas beaucoup de côtes, donc il lui en fallait un petit peu. Mais aussi pour le Pérou qui perd ses ressources en guano et en salpêtre. Le traité d'Ancón de 1883 donne au Chili le contrôle de la région de Tarapacá, mais obtient également Tacna et Arica pendant 10 ans. Il faut savoir que cette guerre du Pacifique perdue est un véritable traumatisme pour le Pérou. Alors évidemment, différents militaires se succèdent au pouvoir après cette défaite, dans une période appelée reconstruction nationale. Ces militaires devront aussi écraser une révolte de paysans indigènes en 1885 à Huaraz. L'autre problème est que le Pérou se retrouve sans ressources, et l'État doit se réduire à son strict minimum, avec des fermetures d'écoles ou encore de cours de justice. Cette fin du 19e siècle voit deux grands partis s'opposer, le Parti constitutionnel d'Andrés Avelino Cáceres, héros de la guerre contre le Chili, et le Parti démocrate de Nicolás de Piérola. On entre alors dans une période dénominée República Aristocrática, avec des élections exclues aux analphabètes, donc en gros les électeurs sont des blancs et des métis. D'ailleurs, en cette fin du 19e siècle, une partie de l'élite péruvienne est convaincue que la part trop faible de population blanche face à l'importance des populations indigènes est une cause de la faiblesse du pays. La guerre contre le Chili aurait été perdue en raison du manque d'engagement des indigènes, qui ne parlaient souvent pas l'espagnol et qui ne voulaient pas mourir pour une guerre entre blancs. Le gouvernement de Morales Bermúdez met alors en place une grande politique pour attirer des immigrés de race blanche avec voyage gratuit vers le Pérou, une semaine de logement offerte à Lima à l'arrivée, mais aussi des terres, des animaux et 5 années d'exonération fiscale. Mais cette initiative se solde par un échec. On assiste cependant à l'arrivée d'immigrés en provenance du Japon. Le gouvernement de Nicolás de Piérola de 1895 à 1899 est souvent considéré comme l'un des meilleurs de l'histoire du pays. Son mandat est caractérisé par l'entreprise de reconstruction du Pérou et par l'adoption de l'étalon or pour la monnaie péruvienne. Les 20 premières années du XXe siècle sont relativement stables politiquement. On assiste même au retour du parti civil avec le fils de son fondateur, José Pardo, qui sera 2 fois président. Les gouvernements civilistes développent les exportations, mais soutiennent également la culture du sucre, du coton, du café et de la cocaïne, qui est légale jusqu'en 1911. On assiste également au début de l'exploitation du caoutchouc et du pétrole. D'ailleurs, les exportations de sucre avaient déjà atteint 100 000 tonnes en 1898, alors que la consommation antérieure était de 25 000 tonnes. Lima atteint 200 000 habitants et on assiste également à la mise en place d'une grande campagne d'alphabétisation, ce qui n'empêche pas une grande révolte indigène à Puno en 1915 qui cherchait à restaurer l'Empire Inca. En 1919, un nouveau coup d'État porte Augusto Leguía au pouvoir. Ces 2 mandats, dont le second est connu comme el onceño, favorisent le développement économique et voient l'entrée de capitaux américains. D'ailleurs, en 1929, et grâce à la médiation du président des États-Unis Herbert Hoover, un nouvel accord avec le Chili, le traité de Lima, est conclu. Souvenez-vous que depuis le traité d'Ancón, le Chili occupe toujours 2 provinces péruviennes. Donc dans le cadre du compromis Tacna-Arica, le Chili conserve Arica, tandis que le Pérou reprend le contrôle de Tacna et reçoit 6 millions de dollars. C'est un énorme succès diplomatique pour Leguía. La presse américaine le surnomme alors le géant du Pacifique. Ses années au pouvoir sont aussi marquées par un système dictatorial qui supprime toute opposition. Commence alors à se développer au Pérou une opposition de gauche. Par exemple, l'Alliance populaire révolutionnaire américaine, l'APRA, un mouvement anti-impérialiste dirigé par Víctor Raúl Haya de la Torre, et le Parti communiste fondé en 1928, dirigé par José Carlos Mariátegui. Et comme partout, le Pérou est violemment frappé par la crise de 1929. Donc évidemment, Leguía est renversé par un nouveau coup d'État. Le militaire qui le renverse est Luis Miguel Sánchez Ferro. D'ailleurs, alors que Leguía cherchait à prendre la fuite en bateau, Sánchez Ferro contraint le capitaine du bateau à faire demi-tour. Alors attention, on a ici un militaire qui n'est ni blanc ni métis blanc. Donc le fait que l'armée le soutienne démontre clairement un changement des mentalités et des modèles habituels, notamment dans l'armée péruvienne. Ce Sánchez Ferro devient très populaire, d'autant qu'une grande partie de la population s'identifie à lui. Il est comme nous, entre guillemets. Les élections sont organisées, évidemment, Sánchez Ferro bat l'APRA, anti-impérialiste d'Haya de la Torre qui conteste ces élections. Et le Pérou entre dans une période de quasi-guerre civile. Sánchez Ferro accorde aux travailleurs des jours fériés, des congés payés et crée des cantines populaires. Mais le fait est qu'il commence à mettre en place un régime totalitaire et un important culte de la personnalité. Son parti, l'Union révolutionnaire, prendra un virage ouvertement fasciste après sa mort et s'attaquera par exemple aux minorités chinoises et japonaises.
Ce parti obtiendra 27% des voix lors des élections de 1936. Donc j'en reviens à Sánchez Cerro qui doit faire face à un soulèvement de l'APRA à Trujillo en 1932. En représailles, des militaires exécutent des centaines de personnes dans les ruines de la cité antique de Chan Chan. Cette même année, Sánchez Cerro est victime d'un attentat d'un membre de l'APRA qui lui performe le poumon. Mais surtout, il est assassiné par un autre militant de l'APRA. Le 30 avril 1933, il est abattu alors qu'il passait en revue des troupes qui partaient combattre dans un conflit armé avec la Colombie. Sur son lit de mort, il fait prêter serment à Benavides comme nouveau président. Sánchez Cerro est aujourd'hui une personnalité très controversée de l'histoire du Pérou et certains historiens considèrent cette période comme l'une des plus violentes de l'histoire du pays. De nouvelles élections se sont organisées en 1936, mais Benavides les fait annuler quand il se rend compte que l'APRA est en passe de remporter l'élection. Les élections de l'année 1939, dans laquelle l'APRA et le Parti communiste sont interdits de participer, voient la victoire d'un pur produit de l'oligarchie péruvienne, Manuel Prado Ugarteche, fils de l'ancien président Mariano Ignacio Prado. En 1941, un conflit frontalier éclate avec l'Équateur qui réclame un accès au fleuve Amazon, mais le Pérou l'emporte rapidement. Le protocole de Rio met fin au conflit en 1942, ce qui n'empêchera pas le Pérou et l'Équateur de s'affronter à nouveau en 1981 et en 1995. Por fuerzas militares ecuatorianas obligó al alto comando peruano a disponer el envío apresurado de refuerzos a la frontera amagada con el fin de dispersar las amenazantes concentraciones enemigas y de sofocar la adhesión a nuestro territorio del norte. Como nuestros valientes paracaidistas. Donc comme beaucoup de pays, le Pérou déclare la guerre à l'Axe en 1945, donc une fois l'affaire quasiment pliée. Évidemment, un nouveau coup d'état militaire se produit en 1948 qui voit l'arrivée au pouvoir de Manuel Odría, un héros de la guerre contre l'Équateur. Autoritaire et nationaliste, la répression contre l'APRA et les communistes est extrêmement dure. Il met en place une politique de grands travaux, notamment dans les logements ou des mesures en faveur de l'éducation ou du système de santé. Une de ses devises était d'ailleurs « santé, éducation et travail ». Mais face à l'intensité des révoltes à partir de 1955, il doit renoncer au pouvoir le 2 juillet 1956. Manuel Prado revient alors au pouvoir en échange d'un arrêt des persécutions contre les membres de l'APRA, compromis que refuse l'aile gauche de l'APRA, ce qui aura des conséquences pour la suite. D'ailleurs, si vous aimez le droit international public, après le coup d'État de 1948, le leader de l'APRA, Aya de la Torre, s'était réfugié dans l'ambassade de Colombie qui lui concéda l'asile. Le Pérou porta alors l'affaire devant la Cour internationale de justice de La Haye, qui donna raison à la Colombie. En 1962, le Pérou organise enfin des élections démocratiques, et alors que l'APRA d'Aya de la Torre est sur le point de remporter les élections, une fois n'est pas coutume, les militaires organisent un nouveau coup d'État. Les militaires permettent néanmoins l'organisation de nouvelles élections en 1963, remportées par le candidat de centre-droit, Fernando Belaúnde Terry, devant l'APRA d'Aya de la Torre. À noter qu'à l'extrême droite, l'ancien président et général Manuel Odría, qui obtient même le soutien du parti fasciste de l'Union révolutionnaire, obtient un très bon résultat. Le problème pour Belaúnde est qu'une alliance un peu contre nature entre l'APRA et Odría réduit considérablement sa marge de manœuvre. Belaúnde défend une doctrine intitulée « La conquête du Pérou par les Péruviens » et encourage notamment l'exploitation des ressources de la forêt amazonienne et l'assimilation des peuples indigènes encore non soumis. En 1964, le gouvernement Belaúnde attaque les Matsé et des avions de chasse américains larguent du napalm sur les groupes indigènes armés d'arcs et de flèches, tuant des centaines de personnes. En août 1968, l'administration Belaúnde annonce l'engagement d'une procédure visant la restitution des riches gisements de pétrole détenus par la Standard Oil of New Jersey. Mais les montants des indemnités révélés par la presse provoquent un véritable scandale. L'armée dirigée par Juan Velasco Alvarado y voit une soumission aux intérêts américains et un nouveau coup d'État a lieu en 1968. Les militaires occupent alors les gisements pétroliers en question. Los militares implementaron un proyecto de participación social e intentaron solucionar los más dramáticos problemas nacionales, como el asunto del petróleo. Cette nouvelle orientation idéologique de l'armée, qui s'est largement démocratisée dans sa composition, est assez symptomatique. Il n'est plus au service des oligarques. Donc cette dictature n'a pas exactement le même bagage idéologique que celles qui vont s'imposer au Brésil, en Argentine ou au Chili. Velasco place le Pérou dans le camp des non-alignés et ouvre des ambassades à Cuba ou en Union soviétique. Fidel Castro ou encore Salvador Allende visitent même Lima. Ce gouvernement révolutionnaire des forces armées met même en place une redistribution des terres et de nombreux secteurs stratégiques sont nationalisés. Bon, en fait, on entre dans un système mi-capitaliste, mi-socialiste. Le gouvernement reconnaît même la langue quechua comme langue nationale au même niveau que l'espagnol.
En 1975, les militaires remplacent Velasco Alvarado par Francisco Morales Bermúdez, le petit-fils du président qui avait cherché à attirer des immigrés européens au Pérou. Morales Bermúdez est un peu plus consensuel et cherche à introduire des civils dans les organes de pouvoir. Évidemment, le pouvoir se prend en pleine figure la crise pétrolière de 1973. Donc des grandes grèves ont lieu et des groupes armés de gauche font leur apparition. Finalement, les militaires convoquent une assemblée constituante, ce qui veut dire que cette nouvelle assemblée aura à sa charge de rédiger une nouvelle constitution. Alors une fois n'est pas coutume, l'APRA remporte ses élections. Et Haya de la Torre préside à 83 ans l'Assemblée et c'est son premier poste institutionnel. Cette Assemblée concède enfin dans la Constitution de 1979 le vote aux analphabètes et légalise le Parti communiste. Les élections sont organisées et le candidat de centre-droit, un peu à la surprise générale, Fernando Belaúnde Terry, qui avait été renversé par les militaires en 1968, remporte cette élection. En fait, la mise en place d'un suffrage vraiment universel a fait que de nombreux observateurs s'attendaient à un succès de la gauche. Mais cette même année, Abimael Guzmán prend la tête d'une insurrection armée issue d'une dissidence du Parti communiste péruvien, le Sentier lumineux ou Sendero Luminoso en espagnol. Ce que je vous dis est très important car entre 1980 et 2000, la guérilla imposée par ce groupe causera la mort ou la disparition de plus de 70 000 Péruviens. Corría el año 1989. Para ser precisos, era 3 de noviembre por la tarde, cuando una legión de terroristas de Sendero Luminoso. Et pourtant, en 1985, Alan García Pérez remporte les élections et porte pour la première fois l'APRA au pouvoir. À seulement 36 ans, il devient le premier président apriste 60 ans après la fondation de son parti. Mais Alan García est incapable de faire face à une inflation hors de contrôle provoquée par la planche à billets et on assiste à l'une des pires crises économiques du pays. En plus, son bras de fer engagé avec le FMI n'arrange pas les choses. Sur le plan sécuritaire, l'activité terroriste atteint son paroxysme de violence entre 1986 et 1988. Le Sentier lumineux commence par attaquer des villages de montagne puis s'en prend aux grandes villes. Le gouvernement Garcia cherche sans succès une solution militaire au terrorisme, avec comme corollaire des violations des droits de l'homme, comme le massacre d'Acomarca en août 1985, où 47 paysans sont assassinés par l'armée péruvienne, ou encore le massacre de Cayara de mai 1988. Dans les prisons, des militants du Sentier lumineux sont exécutés. À Lurigancho, 124 sendéristes sont assassinés d'une balle dans la nuque. Et un autre mouvement armé, le mouvement révolutionnaire Tupac Amaru, fait aussi son apparition. Sur le plan économique, la politique d'intervention étatique d'Alan Garcia trouve un opposant de premier ordre, le célèbre écrivain péruvien Vargas Llosa, qui propose alors un programme économique libéral. Vargas Llosa arrive en tête du premier tour de l'élection de 1990, mais l'APRA est devancé par un ingénieur agronome d'origine japonaise, Alberto Fujimori, sur une ligne de droite plus classique et économiquement moins libérale, d'autant que Vargas Llosa annonçait un plan de coupe budgétaire sévère. L'APRA appelle alors à voter pour Fujimori qui remporte cette élection présidentielle. Et ce Fujimori est sans aucun doute l'une des personnalités les plus controversées de l'histoire contemporaine du Pérou. En fait, il met fin à l'insurrection armée du Sentier lumineux via évidemment des procédés totalement illégaux. Il réussit aussi à rétablir la stabilité macroéconomique du pays, notamment grâce à des privatisations. Le problème pour Fujimori est qu'il n'a pas la majorité au Parlement et a du mal à mettre en place sa politique. Donc il organise un véritable coup d'État en 1992. Avec le soutien des forces armées, il dissout illégalement le Congrès et met en place un gouvernement d'urgence et de reconstruction nationale. Fujimori est alors mis au banc de la communauté internationale. Les députés nomment un autre président, sans succès. Le fait est que, selon les sondages à l'époque, la majorité de la population soutient ce coup de force. Pour légitimiser son pouvoir, un référendum confirme une nouvelle constitution en 1993 et de nouvelles élections sont organisées en 1995. Fujimori l'emporte dès le premier tour et bat l'ancien secrétaire général de l'ONU à la tête d'une coalition de gauche, Javier Pérez de Cuellar. En l'an 2000, il gagne de nouveau les élections, et son rival appelle au boycott face aux irrégularités. Éclate alors une gigantesque affaire de corruption, la Vladivideo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9...
Et Fujimori annonce sa démission alors qu'il se trouve au Japon. Il finira mis en cause par la justice à cause des tueries perpétrées sous prétexte d'opérations de contre-guérilla. Arrêté au Chili puis extradé au Pérou, il sera condamné à 25 ans de prison pour crimes contre l'humanité et à 8 ans pour corruption. Il sera gracié en 2017 par le président Kuczynski. La Cour suprême annulera cette grâce l'année suivante. La justice l'emprisonnera à nouveau, avant de le libérer à nouveau en 2023. Alejandro Toledo, qui se présente comme le premier président autochtone du Pérou, remporte l'élection de 2001. Il poursuit les politiques économiques libérales et signe des accords de libre-échange. Après son mandat, il sera accusé d'avoir reçu des dizaines de millions de dollars de pots de vin d'entreprises brésiliennes et sera extradé depuis les États-Unis en 2023. L'année 2006 voit le retour d'Alan Garcia et de l'APRA qui a pris un virage très centriste, voire carrément droitier. Il déclare au sujet des pauvres: il faut qu'ils arrêtent de quémander, cela fait d'eux des parasites. Il expulse aussi les homosexuels des rangs de la police parce qu'il estime que leur présence nuit à l'image de l'institution. Il fera à peine 5% des voix en 2016 et sera soupçonné de corruption dans le cadre du scandale Odebrecht. Il se suicidera d'une balle dans la tête juste avant son arrestation le 17 avril 2019. En 2011, Ollanta Humala, à la tête du Parti nationaliste péruvien, une sorte de parti de gauche et nationaliste, bat de peu la fille de Fujimori, Keiko Fujimori. Bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ollanta Humala, élu sur un programme de gauche, mettra en place une politique libérale et sera jugé pour corruption dans le cadre de l'affaire Odebrecht. Le vainqueur de l'élection de 2016, Pedro Pablo Kuczynski, qui bat aussi Keiko Fujimori avec 50,1% des voix, sera aussi poursuivi pour corruption. Menacé par une procédure de destitution, il démissionne et 3 présidents se succèdent en 3 ans. L'élection de 2021 voit la victoire d'un candidat classé très à gauche, mais conservateur sur les sujets sociétaux. Pedro Castilla, contre qui? Contre Keiko Fujimori. Avec quel résultat? Avec 50,1% des voix, évidemment, elle a un peu la poisse, Keiko. En fait, comme Fujimori en 1992, Castilla ne peut pas mettre en place les réformes qu'il pense nécessaires. Il annonce alors la dissolution du Congrès, la mise en place d'un gouvernement d'exception et qu'il gouvernera par décret. Tomamos la decisión de establecer un gobierno de excepción orientado a restablecer el Estado de Derecho y la democracia, a cuyo efecto se dictan las siguientes medidas. Disolver temporalmente el Congreso de la República e instaurar un gobierno de emergencia excepcional. Convocar en el más breve plazo a elecciones para un nuevo Congreso con facultades constituyentes para elaborar una nueva Constitución en un plazo no mayor de 9 meses. A partir de la fecha y hasta que se instaure el nuevo Congreso de la República, se gobernará mediante decretos ley. Se decreta el toque de queda a nivel nacional, se declara en reorganización el sistema de justicia, el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Junta Nacional de Justicia, el Tribunal Constitucional. Todos los que poseen armamento ilegal deberán entregarlo a la Policía Nacional en el plazo de 72 horas. Le problème pour Pedro Castilla est que contrairement à Fujimori 30 ans plus tôt, sa stratégie échoue. Le Parlement vote sa destitution et il est arrêté par la police. Il est remplacé par sa vice-présidente Dina Boluarte et des troubles ont lieu alors dans tout le pays. Bon voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. On se voit pour la prochaine vidéo.